À l'heure du thé nous emmène derrière l'objectif. Entre murmures, rires et confidences, chaque épisode est une parenthèse chaleureuse à savourer autour d'une bonne tasse de thé. Je m'appelle Marie, je suis photographe et ici je donne la parole à d'autres créateurs et personnes inspirantes, à celles et ceux que je photographie et parfois moi-même pour raconter ce que l'image ne montre pas toujours. Je vous invite à prendre place dans mon univers. Bonjour Sébastien, je te remercie de m'accueillir à nouveau dans ton atelier à Gare-les-Dents en Bretagne. Nous deux, on s'était rencontrés fin 2024 dans le cadre d'un projet photo que j'avais à l'époque avec le Cercle Celtique dans lequel tu fais partie. Et je tiens également à te remercier à nouveau de ta participation pour cet épisode de podcast, puisque, pour la petite histoire, je t'avais parlé de ce projet que j'avais du podcast à l'époque où il n'était pas encore créé. Merci encore pour ton enthousiasme et ton soutien. Je vais t'inviter à te présenter. Bonjour, donc moi je suis devenu verrier au Chalumeau. Déjà tout petit, j'aimais beaucoup les métiers manuels. Quand j'étais en vacances en Bretagne à Locronan, je voulais toujours voir le verrier travailler, ça me fascinait. Et un matin, j'ai été le premier client de la boutique et il m'a fait souffler une boule de verre. J'ai pu souffler à 7 ans ma première boule de verre. Du coup, par la suite, j'ai toujours été intéressé par les métiers manuels, même si j'ai eu un parcours scolaire relativement classique. Dès que je suis parti dans l'artistique et qu'il a fallu choisir une matière à travailler, j'ai fait des portes ouvertes. J'ai revu les fours de fusion du verre et en fait, ça m'a ramené à ce moment dans mon enfance et du coup, ça a matché. Je suis parti dans le verre. Tout d'abord dans le verre en règle générale, et après souffler à la canne. Et dans mon parcours, j'ai découvert le verre au Chalumeau. Ouais, là, c'était une révélation parce que pour moi, le verre, c'était un peu dense, entre guillemets, comme pièce. Et là, je voyais un travail en finesse. Et du coup, j'ai demandé comment travaillait l'artiste qui était là, qui nous plantait les pièces. Et il m'a dit au Chalumeau. Du coup, après, je suis tombé dedans. Dans mon parcours, j'ai travaillé au Chalumeau en termes d'industrie aussi. J'ai travaillé pour Disneyland Paris en tant que verrier. Et puis après, j'ai fait un CAP où là, j'ai vraiment fait de la verrerie industrielle. Cette étape-là m'a permis d'apprendre la rigueur pour pouvoir techniquement savoir travailler au Chalumeau. D'où viennent tes inspirations de création ? En fait, l'inspiration vient surtout de la technique. Donc, l'atelier s'appelle Verre à lier. L'idée, c'est de lier le verre à d'autres matériaux. Je commence à le faire via la gravure. Et là, je m'inspire des écorces ou de la pierre pour imprimer des textures ou des motifs. Donc, tu dirais que c'est assez intuitif quand même. Oui. Il y a une grande part d'intuition et du coup de sensibilité. Ouais, c'est infini avec la matière. Savoir, ok, il faut s'arrêter maintenant, la faire monter, sinon ça écrase le motif, ou sinon il faut continuer, selon la forme, selon la taille de la pièce aussi. Par exemple, mes petites boucles d'oreilles qui sont toutes petites, je prends beaucoup moins de matière que mes billes que je fais. Et par exemple, pour réaliser une paire de boucles d'oreilles, ça te prend combien de temps en moyenne ? Il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape à chaud qui va me prendre après à peu près un quart d'heure à chaud. Okay. Après, il y a le travail de recuisson. Alors, le four ne fonctionne pas que pour une pièce. Quand j'allume dès le matin, après, je mets toute ma production dedans. Ça prend à peu près 3-4 heures. Après, il y a tout le travail de montage qui me prend à peu près encore 10-15 minutes. Et qu'est-ce qu'il se passe quand tu rates une création que tu peux rattraper ou pas ? Ça dépend quelle étape. Si c'est la couleur que je ne travaille pas assez correctement, fait que la couleur ne va pas ressortir, là c'est mort, faut que j'augmente la pièce maintenant. Par contre, si c'est l'étape où je viens mettre le fil de Cantal et que ça marche pas, je peux essayer de retirer ce que j'ai fait pour replanter le fil de Cantal par exemple. Il y a des étapes qui peuvent se reprendre. Après, le verre, il a une mémoire. Et justement, pour essayer de bien comprendre et de visualiser, je vais reprendre l'exemple par exemple des boucles d'oreilles. Comment ça se passe ? Quelles sont ces étapes du moment où tu dis tiens, je vais faire une paire de boucles d'oreilles jusqu'au moment où tu vas vendre ce produit ? Ça commence déjà par le choix des couleurs. Aujourd'hui, je ne fais que l'implosion, donc c'est des traits de couleurs qui remontent dans la pièce. Après, il me dit ok, j'ai telle forme, est-ce qu'il a fait graver ? Et là, je prends vraiment le verre en main. Moi, je pars de baguettes de verre, baguettes transparentes et colorées. Pour une boucle d'oreille, je prends une baguette qui fait à peu près 9 mm de diamètre. Je fais vraiment à l'extrémité parce que comme c'est une petite pièce, faut pas prendre trop de matière. Je viens l'aplatir. Après, je viens enfoncer donc la petite galette de verre que j'ai faite au bout de la baguette sur un pic-fleur. Donc un pic-fleur, faut imaginer que c'est un disque avec des pics en laiton dessus. Les pics en laiton vont venir enfoncer le verre. Et après, pour le motif, je vais venir poser point par point la couleur pour venir reboucher ces trous. C'est ça qui va créer le motif, qui va créer les petites bulles d'air qui sont dans mes pièces. Ensuite, une fois que la couleur est posée, je viens travailler la matière pour faire en sorte que la couleur vienne remonter à l'intérieur. Après, donc à moi de gérer. Si je fais une pièce allongée, ronde, je vais m'arrêter de jouer avec la gravité parce qu'en fait, on joue avec la gravité avec le verre chaud. Une fois que la pièce est finie, je viens prendre une baguette pour venir la coller derrière pour pouvoir séparer la pièce de la baguette principale sur laquelle j'ai travaillé jusqu'à maintenant pour la détacher et venir après finir la forme déjà. Puis après, mettre le fil de Cantal qui va me servir pour faire la petite boucle sur laquelle j'accrocherai l'après en argent que j'ai. Donc une fois que ça c'est fait, je mets la pièce à recuire, je la récupère le lendemain et la boucle d'oreille est finie. Est-ce que tu as déjà eu une commande un peu atypique ? Alors ouais,
Pour l'occurrence, c'était pas un bijou. Et je l'ai fait en collaboration avec Flora, donc ma collègue verrière, qui elle travaille le verre plat, verre thermoformé. On a eu la commande de la Chambre des métiers, donc des Côtes d'Armor, pour faire un trophée pour une cérémonie. Ça a été intéressant comme projet, parce que moi, ça me forçait à avoir les pièces rigoureusement à la même hauteur pour que l'assiette qui était au-dessus ne soit pas de travers. C'était un challenge qui était assez intéressant et qui m'a amené sur d'autres productions que j'ai fait par la suite avec des petites sculptures. Ouais, puis là, en plus, c'était une création en binôme avec une autre artisane. C'est valorisant. Déjà qu'on me fasse appel à nous pour la Chambre des métiers, on s'est dit oh, c'est cool. Donc, c'est voilà. Vous le méritiez. Ouais, merci. Et avec quelle protection tu travailles ? Alors en fait, moi je travaille qu'avec des lunettes de protection qui vont me servir à la fois à me protéger un peu du rayonnement de la flamme qui peut être assez fort vis-à-vis des yeux, mais aussi ces lunettes-là me permettent de voir le verre dans la flamme. Le fait de mettre le verre dans la flamme va créer un sorte de halo orange autour. Ça rend la lecture du verre quasiment impossible. Alors après, quand je prends des outils en métal, je mets des gants pour me protéger de la chaleur du métal, mais sinon pour travailler le verre en tant que tel, il n'y a pas de protection. Parce qu'en fait, les gants, le problème c'est qu'on perd en dextérité dans la manipulation du verre, donc nous on est moins précis. Aujourd'hui, on est ici dans ton atelier à Gare-les-Dents, donc dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Il me semble que tu n'es pas breton de naissance, mais fortement de cœur. Ouais, c'est exactement ça. Tu saurais nous dire pourquoi la Bretagne, pourquoi t'être installé ici à Gare-les-Dents ? Comme tu l'as dit, je suis breton de cœur depuis l'enfance. Les CD que j'écoutais, c'était les Scénarios Indus, c'était les Soldats Louis. Quand il a fallu décider d'implanter l'atelier quelque part, la Bretagne c'était une évidence. Pour le choix de vraiment Gare-les-Dents, l'implantation d'atelier, en fait ça s'est fait parce qu'on a passé des coups de fil à droite à gauche pour avoir des ateliers pas trop chers pour commencer. On a appelé toutes les Comcom de Centre-Bretagne puisqu'on savait que de manière sur la côte c'était mort. Et puis là, la Comcom de l'Oudéac nous a dit si vous le souhaitez, la commune de Gare-les-Dents pourrait avoir quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et donc on est arrivé là, donc dans cette école, ancienne école qui avait fermé en 2017. On est arrivé en 2022. Tout de suite, il y a eu quelque chose avec ce bâtiment parce qu'il y avait encore les tables, les chaises, les jouets, les bureaux des maîtresses, tout était encore là, et les tableaux, tout était là. Ouais, du coup, il y avait une certaine âme dans ce lieu. C'est un espace qui est très lumineux avec des fenêtres de part et d'autre de l'atelier, donc même quand il fait un peu sombre, on voit clairement ce qu'on fait. Est-ce que tu as une autre activité en parallèle ? Alors oui, donc je suis surveillant périscolaire dans les écoles de Gare-les-Dents. Ça m'a apporté d'autres choses, ça m'a permis de créer par exemple des projets avec les scolaires via l'atelier. Par exemple, il y a quelques temps, en début juin, j'ai accueilli une classe de CE1 de l'Oudéac qui sont venus à l'atelier pour me voir travailler, poser des questions. Là, je retrouve aussi un côté intéressant pour moi, c'est la transmission. Déjà, l'idée de montrer, de faire savoir comment on travaille le verre au chalumeau, d'expliquer c'est quoi le verre. Je me retrouve un peu dans la position du verrier que j'ai vu moi étant tout petit et de créer peut-être l'étincelle chez un enfant. J'ai tout gagné parce que ça fait perpétuer le métier, ça fait perpétuer le savoir-faire. Puis surtout aujourd'hui à l'heure du numérique, je pense que pour les enfants ça fait du bien de voir qu'il y a aussi des métiers qui se font encore avec les humains, à la main. La technologie peut nous aider, Les chalumeaux d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a plusieurs siècles. Il y a encore une grande part d'humain, une grande part, comme on disait tout à l'heure, d'intuition. Toutes les machines ne peuvent pas avoir cette intuition-là. Tout à fait. C'est marrant parce qu'au final, c'est quelque chose que tu n'avais pas prévu. Et au final, cette activité qui te permet aussi, j'imagine, une forme de sécurité, d'équilibre même sur l'aspect financier, en fait, tu peux quand même continuer à lier cette passion que tu as avec ton univers professionnel peut-être un petit peu plus classique en parallèle. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, ça donne d'autant plus de sens. Ouais, c'est exactement ça. Cool. Parce que dans le côté artisanal, il y a le côté humain. Je retrouve aussi avec les enfants, puisque les enfants, il faut être bienveillant, les cadrer, etc., qui moi m'importe beaucoup. Alors on va faire un petit focus sur le Cercle Celtique puisque fin 2024 on s'est rencontrés dans ce contexte-là. J'accompagnais le Cercle Celtique dans le cadre d'un reportage photo. Et donc toi tu fais partie de ce Cercle Celtique, donc c'est le Cercle Celtique de Murs de Bretagne. Donc juste pour peut-être celles et ceux qui ne savent pas, tu me diras si jamais je me trompe. Mais le Cercle Celtique, en fait, c'est un groupe de danse traditionnelle bretonne qui porte les costumes traditionnels lors de représentations et qui est accompagné d'un bagad, qui est un orchestre breton. Et souvent, on y retrouve les bombardes, les cornemuses, le biniou. Alors, pour le côté danse, oui. Pour le côté musical, nous, on n'a pas de bagad avec nous. C'est un groupe qui s'appelle les Musicos, qui nous accompagne à chaque fois qu'on fait des sorties, etc., en effet. Mais sinon, tout le reste, c'est ça. Il y a plein de nuances, parce que dans les cercles celtiques, par exemple, il y en a qui font les concours comme nous. Il y en a qui vont être labellisés, d'autres qui font pas de concours. Mais dans tous les cas, en effet, quand on se représente, pour les cercles celtiques en Bretagne qui ont un terroir en termes de costumes, en termes de musique, en termes de danse, là, on va en effet venir en habit traditionnel au cercle de Braise-Névez, donc le cercle de Murs de Bretagne.
On fait un gros travail de collectage aussi pour retrouver les pièces que les gens ont dans leur grenier ou on chine parfois sur les brocantes des pièces pour créer des ensembles ou alors reproduire, parfois refaire des pièces, etc. Parce qu'on a aussi une session couture. On est plus d'une quarantaine de danseurs. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'intégrer un cercle celtique ? Quand j'étais à Villejuif, donc là où habite ma mère dans le Val-de-Marne, tous les ans, il y avait un fest-noz là-bas. Il y avait un cercle celtique. Comme je disais tout à l'heure, j'étais bercé dans la musique celtique, dans la musique bretonne. Et tous les ans, moi, j'ai fait un coup de main pour le vestiaire quand j'étais enfant. Et après, quand les gens étaient arrivés et que plus personne n'arrivait, moi, je montais là-haut et je dansais. Quand je suis arrivé en Bretagne, la première chose que j'ai cherché, c'est est-ce qu'à Garédan, il y a un cercle celtique ? Là, du coup, ça fait combien de temps que tu fais partie du cercle ? Ouais, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Oui, donc là, entre ton activité métier passion d'artisan verrier, ton activité parallèle dans les écoles, le cercle celtique, t'arrives à... Je ne m'arrête jamais. C'est mon caractère, j'aime bien sortir, j'aime bien voir du monde. Quand je peux mêler ça avec des activités professionnelles ou des loisirs, puis je suis dans mon élément. Je serais curieuse de connaître ton rapport à ton image. Par exemple, quand tu te vois sur une photo, qu'est-ce que ça te fait ressentir ? La joie, la fierté. J'aime bien l'image que j'ai de moi, j'ai une bonne estime de moi. Début 2025, je t'ai proposé de réaliser un reportage photo au sein de ton atelier pour venir un petit peu mettre en valeur tout ce qu'on ne voit pas. Comment tu te sentais à l'idée d'être photographié quelques jours ou quelques heures avant mon arrivée dans ton atelier ? Vu qu'on avait discuté, on avait bien échangé, je me sentais à l'aise, j'étais content de faire ça avec toi. Je savais que j'allais passer un bon moment, mais c'est sur le moment, quelques heures avant, c'était un peu folklorique parce qu'il faut expliquer ce qui s'est passé. Et en gros, il y avait une panne de courant le jour même, donc du coup, vu que les chalumeaux fonctionnent avec des machines qui fonctionnent à l'électricité, je me sens un peu comme un idiot. On a dû s'adapter. Voilà. Donc la matinée s'est transformée en journée. Ça s'est fini par une petite pause crêperie. Voilà. T'as comme pris des belles photos avec la flamme juste au gaz. Techniquement, pour travailler, c'était compliqué. En vrai, c'était un super moment. Je te remercie encore pour cette opportunité, ce moment-là. À chaque fois que je viens comme ça un peu dans l'intimité des artistes, parce que c'est quand même ça, moi il y a toujours un sentiment de privilège, quand même, de me sentir privilégiée, d'être aux côtés comme ça d'une personne qui crée sous mes yeux, et à la fois cette transmission que les gens ne réalisent pas, ne voient pas, pour illustrer d'autant plus, se rendre compte tout simplement de tout l'investissement et de temps, d'énergie, de temps personnel que ça représente. Je peux te compléter parce que du coup, l'idée avec ces photos-là, pour les marchés d'hiver, dans l'idée, moi, ce serait de les imprimer justement pour que les gens puissent voir et pour montrer vraiment que les gens puissent, comme tu dis, se rendre compte du travail qu'il y a derrière. Même l'idée d'un format un peu livre. Tu pourrais mettre sur ton stand, tu sais, des fois ils font ça dans des gîtes, tu sais, qui ont été rénovés. T'as le petit livre un peu du, l'état dans lequel la bâtisse a été récupérée et c'est génial. Ça peut aussi laisser le temps, par exemple, une personne qui vient devant ton stand, il y a peut-être un peu de monde, t'es occupé, ça les fait un peu patienter à tester. J'ai pas pensé au format livre, mais c'est vrai qu'en effet, je pense aux créateurs textiles qui ont des books de leurs pièces en format papier. C'est vrai que ça peut être intéressant. Est-ce que tu dirais que tu avais des attentes particulières du reportage photo qu'on a fait ensemble ? Mettre en avant forcément les gestes, le chalumeau, le verre en tant qu'entité à part entière et la lumière. Clairement, c'est ce que j'attendais et j'ai pas été déçu. J'ai une photo là que j'utilise maintenant en photo de profil pour moi perso où on voit juste poser les points de couleur. Du coup, la flamme est toute petite, mais ça crée un point brillant dans la photo. Franchement, c'est magnifique. C'est ton travail qu'il a, du coup, il est juste mis en image. C'est chouette d'arriver à capter ces moments-là. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as découvert les photos ? J'étais très très content. J'avais pas d'attente en termes d'esthétique, mais clairement ça les a dépassés quand même. Ton travail sur la lumière, il était fantastique, j'ai trouvé. J'ai dit waouh, là je vais pouvoir faire quelque chose de bien intéressant au niveau communication. Alors. Est-ce qu'il y a une photo qui t'a particulièrement marqué ? La photo où la flamme est toute petite et je suis la tête sur le chalumeau qui vient de poser les points. Celle-là, elle est magique. Et puis il y a aussi une image où on ne voit pas, on voit aplatir le verre sur une palette et on voit le verre qui rougeoie et qui éclaire une petite partie de la palette. Ces deux-là, elles sont magnifiques. Le verre chaud, ce moment où il refroidit, il y a une couleur qui est très particulière qu'on n'arrive pas à refaire artificiellement. Tu l'as capté mais tellement bien que ça m'émeut presque en fait. C'est un instant suspendu. Est-ce que tu peux nous révéler un détail dans ton travail qui est invisible et que l'on ne peut pas distinguer sur une image ? Vraiment, quand je pose mes points de couleur, c'est limite méditatif. Je ne vois que le vert, je ne pense qu'au vert, je ne pense à vraiment poser là où il le faut. Et quand je fais des grandes pièces, là, c'est concentration au maximum. C'est une danse. Les gens voient juste une pièce se faire. Moi, je vois une collaboration avec la matière.
Avec le recul que tu as aujourd'hui de ce reportage photo, est-ce que tu dirais que ce type de reportage, c'est enrichissant ? Parce que tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que ça, bien sûr, ça peut venir enrichir la communication visuelle, sur le digital, sur le papier. Mais je pense aussi que ça peut amener une forme de prise de conscience de l'art que toi tu crées, une autre façon de montrer ton travail. Pour moi, c'est toujours enrichissant d'avoir un regard extérieur, que ce soit pour donner un avis, ou pour mettre en lumière, ou pour valoriser. On a d'autant plus, je trouve, l'image métier d'art avec le travail de la photo. Tu vas prendre les mains, les gestes. Oui, ça sublime. Ça sublime le métier, l'art, ça sublime l'art. C'est ça. Pourrais-tu définir cette expérience en un mot ? Chaleureuse. Autant avec la flamme que humainement, que dans le déroulé. Non, c'était super chouette. Alors là, je m'écarte un petit peu de l'aspect photo parce que ton parcours est inspirant, ta passion, elle est vraiment magnifique. Du coup, moi, j'aime bien venir un peu aussi interroger l'âme. Tu saurais définir ce qui t'anime aujourd'hui dans ta passion ? Créer un peu de beauté, créer de l'art dans un monde où tout est un peu morose, de remettre un peu de couleur, un peu de chaleur, en échangeant, encore une fois, de retrouver le lien humain. Ça, je trouve que c'est tellement important, tellement vital aujourd'hui, je trouve. Ouais. En fait, de faire un métier qui a du sens, et je partage ce sens avec les gens. Tout n'est pas perdu, tout n'est pas fini. Quelle est la plus belle leçon que ton parcours t'a appris ? La persévérance. J'ai pas lâché cette idée d'être chalumeau. L'artisan qui m'a fait découvrir le verre au chalumeau, aujourd'hui je suis ami avec lui, j'ai fait une collaboration avec lui. J'ai travaillé avec le verrier qui m'a donné l'envie de travailler au chalumeau. Un peu une sorte d'apothéose aussi. Ouais, et je pense que quand on a une passion et qui nous tient à cœur de la faire vivre, faut pas lâcher malgré ce qu'on nous dit, de faire ce saut dans le vide, parce que c'est clairement un saut dans le vide et on sait pas où va retomber. Mais à un moment donné, on n'a qu'une vie et il faut la vivre au maximum, même si c'est prendre des risques, c'est au moins on a ce supplément d'âme que ce travail apporte à nos journées. Ouais, là, tu as répondu tout à fait à la question que j'allais te poser, qui était le message que tu aimerais transmettre à celles et ceux qui hésitent à suivre leur propre chemin. Faut être nous-mêmes, faire ce qu'on aime et être nous-mêmes entièrement. Après, c'est facile d'avoir peur, et la peur est un bon signal, parce que quand on prend trop de risques, c'est trop dangereux. Mais il faut pas que ça nous bloque, et il faut essayer de dire ok, j'ai peur, qu'est-ce qui pourrait bloquer, alors quelle solution je peux apporter. Transformer toujours les émotions qu'on a en action pour ne pas être frustré et arriver à avancer en fait. Souvent, je dis qu'il y a un peu deux formes de peur. T'as la peur, effectivement, qui est là aussi pour t'alerter, un peu en mode protection, mais qui est censée aussi te booster. C'est-à-dire, c'est normal d'avoir peur, en fait. Mais t'as aussi la peur qui n'est pas fondée. C'est peut-être aussi tout un système qui nous amène dans cette forme de peur qui va nous retenir probablement pour les mauvaises raisons. Parce que comme on dit, oui, il y a des solutions. Et après, je pense que tout à l'heure, tu disais à un moment, quand tu t'es lancé la première fois, tu as fait le constat que tu n'étais juste pas prêt. Je pense qu'en fait, quand on se lance, quel que soit en fait le projet de vie, dans quoi on a envie de se lancer, je pense que cette question à se poser de est-ce que je suis prêt ou pas, finalement, on l'a pas vraiment tant qu'on n'a pas essayé. Par contre, une fois qu'on essaie et que ça fonctionne pas comme on l'imaginait ou que c'est juste pas le bon moment, peut-être d'en faire le constat et d'apprendre pourquoi et comment je vais faire plus tard autrement pour pouvoir continuer à avancer sur ce projet, ce cheminement-là. Je pense que le tort de beaucoup, c'est de s'arrêter à la première barrière, de dire que finalement, non, c'est pas pour nous, non, c'est trop dur, je vais retourner là où finalement j'étais peut-être un peu plus sécurisée, un peu plus confortable. Et encore une fois, il n'y a pas de mal à avoir envie et avoir un besoin d'un certain confort. Mais par contre, prendre conscience de ce que ça implique aussi. Et après, moi j'ai écouté une petite vidéo avec Alexandre Astier qui disait qu'une manière, il faut échouer pour apprendre. Une victoire, un succès, c'est cool, mais ça n'apprend rien. Comme tu disais tout à l'heure, il faut savoir avoir sa zone de confort pour pouvoir se réfugier quand ça va pas, mais il faut aussi savoir en sortir. Alors après, ça dépend à quelle distance on y va. Puis il faut pas y aller franco, faut y aller doucement. Après, c'est chacun fait comme il le sent. Quand quelque chose nous passionne, quand quelque chose nous tient à cœur, nous travaille, il faut pas se priver d'y aller parce que c'est une source de joie tellement énorme. Je me rappelle des premiers marchés ou le premier marché qui a vraiment fonctionné. Waouh, ça fait un bien fou. Mais voilà, il y a des marchés comme par exemple le dernier marché où là j'ai fait une vente sur la journée. Et là faut savoir tirer les leçons et dire qu'est-ce qui a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché et retenter. Et nous c'est ce qu'on fait depuis 3 ans avec Flora dans la sélection des marchés par exemple. On fait super gaffe à la sélection et encore même la sélection, tu vois, dimanche dernier c'était un super marché en termes d'exposants. Moi j'ai pas fonctionné. C'est la loi des événements, faut oser.
Un point essentiel, c'est l'entourage. Clairement. Ah, ça, j'ai bien vu. Maintenant, ça va mieux. Du côté paternel, je suis le seul artiste de la famille. Et ils ont peur pour moi, ils ont plus peur pour moi que... Alors, même si moi, parfois, j'ai des moments d'inquiétude. Autrement, je ne saurais pas ce que j'aurais fait. Je voulais être kiné, mais voilà, c'était vite balayé. Mais même dans l'art, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je pense que c'est quelque chose, j'avais envie de dire spontanément qu'on ne choisit pas, mais c'est quelque chose, j'ai l'impression dans la vie de beaucoup d'artistes, les arts qu'on développe en nous, c'est des concours de circonstances, des opportunités, parce qu'à un moment donné, on s'est autorisé en fait à accueillir ces opportunités et ça nous a amenés sur cette voie-là. Bon, effectivement, quand on dit non mais il a un don pour ça, à partir du moment où tu travailles l'art qui est en train de te faire vibrer quelque part en toi, ce don-là, comme les gens peuvent le percevoir, bah, tu le travailles. Et on est tous capables. Après, c'est juste, on n'évolue pas au même rythme, dans des mêmes encadrements aussi de vie, d'éducation, de choses comme ça. Et on va quand même terminer là-dessus. Donc, si on souhaite venir à ta rencontre, découvrir tes créations, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est un site internet, réseaux sociaux, des événements à venir aussi? Eh ben oui, j'ai un site internet, donc vert-a-lier.com, Instagram, Vert Allié, Facebook pareil. On est à la maison éclusière à Gare-les-Dents la semaine du 15 août et on sera à Auray le 23 août prochain. Et on va faire aussi un événement avec un crépier là, qui est à Gare-les-Dents, qui est un food truck tous les mardis à partir du 28 juillet et tous les mardis d'août. On va exposer chez lui de 17h à 22h. Est-ce que ça t'arrive de répondre à des propositions d'événements un petit peu particulières? Alors oui, typiquement j'ai fait une fois enterrement de malade d'une jeune fille à l'atelier. Elles étaient 4 à faire leurs bijoux en verre. C'est génial. Alors le maximum que j'ai fait c'était 9, c'est une famille qui était carrément venue la journée complète pour le coup, pour créer chacun leur pièce en verre. Je fais aussi des ateliers d'initiation pour faire découvrir aux gens le métier de verrier. On peut passer par des plateformes comme Weekendoo, Funbooker, mais on peut aussi me contacter en direct pour voir pour un stage. Et alors, en règle générale, c'est une personne, mais on peut voir pour faire aussi en groupe. Et si des gens, des entreprises veulent faire des stages ou veulent faire une production en lien avec leur entreprise, oui, je ne suis pas fermé à la possibilité de... Pour résumer, on te retrouve sur Internet, sur des événements, marchés artisanaux, événements culturels, mais aussi, voilà, ça peut être aussi des événements privés, des initiations dans ton atelier, dans le cadre d'enterrement de vie de jeune fille, c'est trop cool. Merci à toi en tout cas pour cet échange passionnant et j'espère qu'il va aussi passionner beaucoup d'autres personnes. Je vais te souhaiter que le meilleur pour la suite, tu le mérites et bravo encore une fois pour tout ce que tu fais, tout ce que tu transmets et ce que tu partages, c'est génial. Merci à toi. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.